Fred Savard avec vous pour ce 34e épisode de la balado de Fred Savard. Je trouve ça bizarre de dire ça. La balado de Fred Savard, c'est moi. Alors, épisode très particulier. Évidemment, ça s'entendra peut-être pas à l'oreille, mais dans sa genèse, je peux vous dire que c'était un épisode particulier. C'est l'épisode au Nouveau-Brunswick. Il y a quelques mois, j'écris à Serge Brideau qu'on a déjà entendu une ou deux fois, je pense, à la balado, qui était une espèce d'antenne au Nouveau-Brunswick, donc chanteur des Hôtesses d'Hilaire, qui m'écrit pour me dire qu'il est maintenant sur le CA de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Ils ont un congrès au mois de juin. Puis là, je vous dis, ça fait plusieurs mois de ça, là, je pense que c'est début de l'automne passé, donc l'automne 2021. Si ma mémoire est bonne, ou novembre, là, autour de ça, puis on a un congrès au mois de juin, puis en tout cas, ça tente qu'on en parle. Puis là, moi, tout de suite, je vois l'occasion d'aller au Nouveau-Brunswick. Alors, je lui propose dans le fond, qu'on organise un épisode avec la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, puis que je me rende au congrès pour faire un épisode sur l'état des lieux de l'Acadie, sur le plan culturel, sur le plan politique. Je lance des perches comme ça. Finalement, ça fonctionne. Mais Serge est bien occupé, il est en train de finir le nouvel album des Hôtesses d'Hilaire, donc il me relaie à une autre personne, Eric Dow, que je salue, qui lui est très, très, très impliqué dans l'organisation du congrès. Puis là, je sens, plus les semaines avancent, que je suis pas certain qu'il comprend, en tout cas qu'on comprend là-bas ce que j'ai envie de faire, puis qu'est-ce que je vais aller faire là-bas. Alors, on s'écrit un peu, mais finalement, on arrête de s'écrire. Puis là, je commence à trouver que le mois de juin s'en vient vite. Puis là, il faut que j'organise ça. Il faut que je sache où je vais coucher. Puis, tu sais, bon, c'est une sortie. Il faut quand même l'organiser. Qui va être autour de la table? De quoi on va parler? Fait que là, j'écris à Serge. J'ai pas de réponse. Puis là, j'écris à l'autre gars, Eric Dow. J'ai pas de réponse. Puis là, à un moment donné, je fais un ultimatum un petit peu là, dans un courriel, presque passif-agressif pour dire, hey, là, je m'en viens dans 10 jours. Puis je suis au courant de rien, là. Que se passe-t-il? Alors, finalement, ils me réécrivent. Puis là, c'est beau. Ouais, excuse-moi, on est bien dans le jus. Désolé, malentendu. Oui, on est bien content. Alors, voici les invités. Alors, il m'envoie 3 noms d'invités que je connais pas. Alors là, je demande à Kevin Berger-Soucy, qui est le recherchiste cette année de la balado, je lui demande de me donner un coup de main. Peux-tu me faire une bio de ces gens-là? Puis, tu sais, on essaie d'organiser le contenu. Puis, tu sais, je connais pas l'Acadie. Mes seules connaissances de l'Acadie, c'est le film de Pierre Perrault et de Michel Brault, l'Acadie, sorti en 70, sur les événements de l'Université de Moncton en 68, et puis le réveil acadien, tout ça. Bon. Finalement, 2 jours avant de partir, donc c'est la semaine dernière, les invités changent. On m'écrit pour me dire, ouais, finalement, ça va être ces 3-là. Alors, on essaie de se préparer, on part. J'amène ma blonde est de la partie, évidemment, parce qu'elle a envie parce que c'est le fun, faire ces sorties-là avec Miville aussi, qui est très, très smooth en auto, bien que ce voyage-là était un petit peu moins smooth que la Côte-Nord. C'était quand même intense, puis il était malade un peu, puis on était tous malades, un peu, espèce de laryngite. C'est ça, c'était bizarre. Et on arrive là-bas, puis là, c'est pas encore clair qu'est-ce qu'on s'en va faire là. Et là, finalement, je comprends. Là, on couche à Bathurst, mais le congrès est à Beresford, mais qui est, là, je sais pas s'il faut dire Beresford ou Beresford. Finalement, c'est Beresford, qui est à tout près, à 3 minutes. Et là, je me rends compte que, dans le fond, ils ont inséré l'enregistrement de la balado dans le congrès. C'est un moment, c'est comme un panel avec des gens qui m'avait indiqué qui allait être là, tout ça. Bon, mais là, je me rends compte que j'ai juste 1 heure à peu près. Ça va être web diffusé pour les membres de la Société de l'Acadie qui ne peuvent pas être là. Puis là, je suis comme, hey, wow, là, moi, je vais enregistrer surtout un épisode pour mon podcast. Bon, finalement, on extirpe ça. C'est tôt le matin. J'ai mal dormi la veille parce que Miville n'était pas du monde à cause de son espèce de virus laryngite qui nous avait passé. Finalement, on a réussi à faire un épisode qui, je crois, va vous plaire. Moi, en tout cas, ça a été un gros coup de cœur. Évidemment, je devrais y retourner. Là, je vous le dis, on n'a pas eu le temps d'approfondir tous
toute la richesse et tout ce qui se passe en Acadie, sur le plan politique, sur le plan culturel. On a évidemment fait un survol de la situation politique du Nouveau-Brunswick qui a été élu en 2020. C'est quoi un peu la géographie du politique actuellement? L'histoire aussi de ce qui s'est passé en Acadie, des grands moments, la loi 88 sur les langues officielles, le mandat de Louis Robichaud, dans les années 60, qui est un premier ministre francophone qui a vraiment fait énormément pour l'Acadie, mais en même temps, il y a beaucoup de bémols, il est arrivé d'autres événements politiques. Et autour de la table, vous allez entendre, entre autres, Louise Blanchard, Roger Ouellette et Sue Duguay, jeunes militants. De toute façon, je vais les représenter, là. Mais faites juste vous remettre... Imaginez, on est un samedi matin dans un hôtel d'une petite ville, hôtel très kitsch, mais magnifique en même temps, mais tu sais, des années 60, là. Un palier en... Des petits pavillons collés un côté des autres, une piscine creusée, salle de conférence, mais magnifique, mais années 60 en même temps. J'avais vraiment l'impression dans une bulle spatio-temporelle. Alors, un public de congressistes, mais on parle de 25 personnes, là, c'est pas un congrès de 2000 personnes, mais une foule attentive. Vraiment, ça a été une super expérience, puis je voulais juste bien l'introduire avant de vous présenter la discussion. Mais bon, tu sais, par exemple, on parle pas des Autochtones, la situation des Autochtones. Évidemment, la trame narrative a changé par rapport à l'histoire, comment les Acadiens se voient eux-mêmes. Par rapport aux Autochtones, on va devoir y revenir, mais j'ai déjà lancé des pistes avec des gens qui étaient là-bas pour qu'on refasse des épisodes, pour qu'on approfondisse l'Acadie, cette dimension politique, culturelle de la francophonie, là, je fais une pause, après ça, de la francophonie canadienne. Vraiment, ça a été un grand coup de cœur. Alors, j'espère que vous allez apprécier. Je ne vais pas parler trop longtemps. Et d'ailleurs, je vais revenir 2 fois dans cet épisode-là parce que j'avais pas d'extrait en main. Et là, sur le coup, je disais, il faut que je diffuse, entre autres, un extrait de l'Acadie. Fait que on va le faire au courant de l'épisode. J'espère que vous allez apprécier. J'ai tellement de plaisir à aller sur la route. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui s'ennuient des fois des épisodes plus réguliers, mais je peux vous dire que j'ai vraiment du plaisir à aller sur la route. Puis c'est quelque chose que je suis en train de développer aussi, d'avoir les bons réflexes, parce qu'il y a des choses que je ne referai pas de la même façon pour bien s'entendre sur comment on fait un épisode quand on est à distance et on s'écrit par courriel. C'est la première fois que ça arrive. On a réussi à faire quelque chose de bien, mais je peux vous dire que l'accouchement n'a pas été facile. Alors voilà. Donc, je vous présente cet épisode, ce 34e épisode, en plein milieu du congrès de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Bonne écoute, tout le monde. Moi, je veux vraiment que les gens qui écoutent le podcast, qui sont pour la grande majorité pas des Acadiens, comprennent ce qui se passe présentement. Les enjeux, les choses qui sont cool, les choses qui sont moins cool. J'aimerais ça qu'éventuellement aussi, on fasse des parallèles avec ce qui se passe au Québec parce que on le sait avec le gouvernement de la CAQ, on réactive les vieux réflexes nationalistes canadiens-français que moi je trouve personnellement déprimant, de jouer sur la peur de l'immigration. Je sais que c'est pas le même contexte, mais j'aimerais ça en discuter avec vous parce que je vous dis, je connais pas l'Acadie. Fait que c'est ça, c'est comme les Russes en 72. Je suis venu ici pour apprendre. Fait qu'on va commencer je vais commencer avec la plus jeune, Sue Duguay. Bonjour. Bonjour. Alors là, on m'a dit, quand je suis arrivé ici, on m'a dit qu'il faut absolument qu'elle soit dans ton épisode, Fred. C'est une étoile montante du militantisme acadien. Est-ce que, bon, je sais que je vous mets de la pression. Vous êtes étudiante? Oui. En droit? Exact. Qu'est-ce que vous faites aussi dans la vie? Alors, je travaille à l'Association des juristes pour l'instant, mais sinon, je dirais que je suis une membre très active du réseau associatif francophone. Oui. Au Nouveau-Brunswick, au niveau national. On dirait, quand on s'implique, il y a des années qui sont un peu plus moins occupées que d'autres. Là, je suis un peu dans un dip, là, qu'on appelle. Ah ouais, moins... on est dans un creux. Ouais, mais bon, je suis ici, puis je suis membre du CA de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Oui. Ben, merci d'être là. De toute façon, on va éclaircir aussi. On parlait de la société. Roger Ouellette, bonjour. Bonjour. Vous avez un parcours... vous avez un gros CV? Ben, je suis vieux.
Bon, j'aurais pas dit ça. C'est moi, je dis, vous avez un l'âge. crucifix. C'est l'âge. Vous êtes professeur titulaire de sciences politiques à l'École des hautes études publiques de l'Université de Moncton. Tout à fait. Vous avez œuvré dans la fonction publique du Nouveau-Brunswick. Exactement. Vous avez été journaliste à Radio-Canada. Oui, et encore chroniqueur à l'Acadie Nouvelle. Le journal? Non, le journal L'Acadie Nouvelle, c'est un journal? Oui, OK, donc voilà. chroniqueur politique une fois par semaine. Oui. Et puis beaucoup d'entrevues dans les médias. Avec. Oui. Ouais. Je suis content que vous soyez là. On va parler de la situation politique, évidemment, avec tout le monde, mais avec vous particulièrement, la situation linguistique aussi. Et j'ai autour de la table Louise Blanchard. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très, très bien. Vous êtes conseillère municipale pour la ville de Caraquette. Oui. Maire adjointe. Maire adjointe? Mairesse adjointe. Mairesse. Je ne sais plus ce que c'est. Ah, mairesse. Militante de longue date pour les droits des Acadiens et des francophones. Là, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a une différence entre un Acadien et un francophone? Pardon? Est-ce qu'il y a une différence entre un Acadien et un francophone au Nouveau-Brunswick? Ben, nous, on se dit Acadien. Certains se disent francophones, mais... OK. C'est quoi un Acadien en 2022? C'est quelqu'un qui habite le territoire de l'Acadie. OK. Ou qui se dit Acadien. Ça peut être à Saint-Jean. Quelqu'un qui s'identifie à l'Acadie. Ouais. Qui s'identifie à la minorité négligée. OK. Puis cette minorité-là... OK. Cette minorité-là... en fait, je veux juste comprendre, c'est essentiellement territorial ou ça peut être dans l'esprit? Est-ce qu'il y a des Acadiens ailleurs qu'au Nouveau-Brunswick, par exemple? Moi, je vous mets en situation, c'est qu'avec le podcast, je suis allé sur la Côte-Nord il y a un mois. J'ai rencontré Guy Côté, l'historien qui habite à Havre-Saint-Pierre et qui parlait en fait du peuplement de la Côte-Nord, qui disait que ça vient beaucoup des Îles-de-la-Madeleine, qui eux-mêmes venaient d'Acadie. Quand on va à Havre-Saint-Pierre, il y a plein de drapeaux acadiens. Les gens se disent des Caïens. Est-ce que ça fait partie de l'Acadie ou c'est hors du territoire de l'Acadie? Ben, ça, c'est une question qui est compliquée dans le sens que Mais moi... à la balado, on adore les questions compliquées. C'est pour ça que je commence avec ça. C'est qu'on va en parler plus tard parce que moi, je pense que l'Acadie n'existe pas vraiment dans le sens au niveau de territoire. OK. Puis c'est ça que moi, je revendique un territoire parce que l'Acadie, elle est où, là? Ouais. Oui, c'est ça, dans les régions francophones surtout. Mais pour moi, l'Acadie devrait exister en tant que territoire. Ouais. Avec un gouvernement. Vous avez milité pour ça à une autre époque au Parti acadien? Oui, c'est ça, mais je vais faire l'historique. Oui, on va en parler tantôt du Parti acadien parce que c'est vraiment fascinant. Là, ça. présentement, parce que là, les gens se disent, coudonc, qu'est-ce qu'il fait au Nouveau-Brunswick? Là, présentement, on est dans le congrès de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. On pourrait peut-être brosser une historique de la Société de l'Acadie qui a été créée au début des années 70? C'était pour défendre, évidemment, les droits linguistiques, mais ça, c'est subventionné par le fédéral. Oui. Heureusement que le fédéral nous donne des sous parce que le provincial, à tous les niveaux, nous donne pratiquement des miettes. Ah ouais, hein? Ben oui. Ils sont pas gentils au provincial? Attendez, je vais sortir mon document « Situation politique actuelle ». Parlons de la situation politique actuelle. Là, je rappelle que les gens qui écoutent le podcast, là, je sais que je vais dire des énormités devant vous qui connaissez tout ça, mais les auditeurs, les auditrices de la balado sont très... La plupart habitent à Montréal. Ça, j'aimerais ça qu'on sorte de Montréal, mais il y en a partout. J'en ai en France, j'en ai en Afrique. Donc, si on voulait faire un topo de la situation actuelle politique au Nouveau-Brunswick, le premier ministre Blaine Higgs a été élu en 2020. Mais élu la première fois minoritaire en 2018. Oui, voilà, c'est pas son premier mandat. Exactement. Deuxième mandat. Deuxième mandat, donc c'est du Parti progressiste conservateur. Oui. Et les liens, je dirais historiques, peut-être pas historiques, mais les liens entre les Acadiens et le Parti progressiste conservateur, est-ce que ça s'est bien passé historiquement ou... Oui, c'est une question intéressante, on pourra en discuter, mais essentiellement, On est là. Au Nouveau-Brunswick, il y a deux grands partis politiques sur le plan historique. Oui. Le Parti progressiste conservateur et le Parti libéral. Oui. Donc, un bipartiste, le mode de scrutin favorise ce genre de choses-là. Et traditionnellement, les francophones et les Acadiens se sont retrouvés surtout dans le Parti libéral et à l'inverse. Donc, et je dis les Acadiens, les francophones, je dirais les catholiques, parce qu'au Nouveau-Brunswick, on a quand même beaucoup d'Irlandais.
Oui. Beaucoup d'Irlandais se sont liés avec les Acadiens. Beaucoup d'Acadiens ont des noms irlandais. Oui. Donc, c'est assez intéressant ce mélange dû à la religion. Oui. Donc, les catholiques irlandais, acadiens, francophones, surtout dans le Parti libéral, et à l'inverse, les anglo-protestants dans le Parti progressiste conservateur. Ça, c'est la donne historique. Mais évidemment, il y a des événements dans l'histoire. J'ai un petit peu des courbes ici. Et on montre qu'il y a eu une tentative au début des années 80 du Parti progressiste conservateur de faire des liens avec les francophones. Richard Hadfield, on en a parlé dans l'histoire, c'est quelqu'un de très connu, un premier ministre. Beaucoup dans la controverse à l'époque. Ah oui? Pourquoi? Oui, je sais pas. La reine fait une visite au Nouveau-Brunswick, elle est à Moncton. M. Hadfield prend l'avion du gouvernement de fédération à Moncton. La GRC trouve du pot dans ses bagages. Donc OK. Ça avait fait jaser à l'époque. Quelqu'un... Il était assez avant-gardiste. OK. Oui. Une voiture Bricklin aussi futuriste. Ah oui? Oui, qui a été... La seule voiture canadienne. Oui, et qui a été un échec monumental, mais voilà. encore des gens... Pire que la Manic, parce que... circule à en cause du Bricklin. fédéral. Oui, C'est le fédéral qui n'a pas peut-être. embarqué. Mais il y a encore des magnifiques Bricklin qui circulent ici. Donc, Richard Hadfield a pu nouer des liens avec les Acadiens à telle enseigne que à l'élection de 1982, il a eu un gouvernement très majoritaire et il a pu faire une percée historique dans les régions acadiennes. Ouais. Il était unilingue anglophone, mais francophile. Et je pense que Louise, on a peut-être en parlé aussi, elle a connu cette époque, la Grande Maison Caraquette. Allez, Louise, je te laisse parler. C'est ça. Moi, je pense qu'il faut faire l'historique un petit peu, là, parce que... Moi, je commencerai même avec Louis Robichaud. Je vais commencer avec Louis Robichaud. C'est ça que je voulais faire. Allez-y, là. Louis, vous êtes bien organisé. Là, je vois vos Louis notes. Robichaud prend le pouvoir. Je vais essayer de faire ça vite. Prend le pouvoir en 60 jusqu'à 70. C'est une révolution pour les francophones parce que c'est une majorité de députés et ministres francophones. Il adopte la loi de la langue officielle, officiellement. Puis, mais attendez, Louis, juste pour qu'on se remette dans l'époque, la relation entre les anglophones et les francophones en 1960, est-ce qu'il y a beaucoup de tensions? Il y a beaucoup de tensions, puis vraiment, les régions francophones sont pauvres, sont diminuées. C'est le Nord, c'est le Nord et l'Est? Exactement, c'est évident, là. Donc, Louis Robichaud fait beaucoup de projets de progrès pour les Acadiens. Comment il a été élu? D'après ce que j'ai entendu de l'histoire, c'est l'ordre de Jacques Cartier, la patente par en dessous, qui a dit, OK, on s'organise une fois pour toutes, là, puis on prend le pouvoir. Puis ça marchait. Parce que les Anglais ont leur organisation aussi. Nous autres, on avait le droit de l'avoir. Là. Oui. Bon, là, j'avoue, là, j'ai figé quand Louise Blanchard me parlait de la patente, parce que j'en avais vaguement entendu parler. Là, je le regrette. C'est pour ça que je voulais faire un petit retour. Un petit retour comme ça là, dans l'épisode. C'est que c'est l'ordre de Jacques Cartier. J'en ai déjà entendu parler, genre au cégep. Société secrète fondée en 1926 en Ontario par Albert Ménard, ingénieur civil au ministère de la République, et autre fondateur, le curé François-Xavier Barrette. Et on appelait ça la patente. Dans certains romans, on en parle. C'est une espèce de franc-maçonnerie canadienne-française. On ne sait pas trop si ça existait. Puis là, quand Louise Blanchard en parle pour expliquer l'élection de Louis Robichaud, moi, je n'allume pas parce que je suis fatigué, comme je vous ai dit dans l'intro. Puis là, j'ai plein d'affaires à penser. Mais on va y revenir un moment donné. Je pense que je vais demander à un historien de parler de la patente. Cela dit, vous allez voir, en fait, dans l'enregistrement original, il y a un saut dans le temps de 10 ans. Puis moi, je trouvais que Louis Robichaud, on fallait en parler un peu plus parce que ça a été vraiment un premier ministre important. Alors, je vais réinsérer une question que j'ai posée à la toute fin de l'enregistrement parce que j'y ai pensé à la toute fin, mais là, par la magie du montage, on va pouvoir la mettre à sa place. Mais là, vu que je vous en parle, ça enlève la magie. Mais je trouvais qu'il y avait des parallèles à faire entre Louis Robichaud et tout ce qu'il a fait et la Révolution tranquille au Québec. Moi, je veux savoir, est-ce que Louis Robichaud, on peut parler d'une sorte de Révolution tranquille pour le Nouveau-Brunswick? Dans le genre de je sais que vous avez sûrement pas appelé ça comme ça, mais je regardais ce qu'il a fait.
On a l'impression, puis c'est les mêmes époques. Est-ce qu'on peut parler d'une révolution tranquille? Néo-brunswickoise? Tout à fait. C'est une révolution tranquille. Et Louis Robichaud, il faut savoir, il étudiait à l'Université Laval. Oui, avec le père Lévesque. Avec le père Lévesque. Il était très, très lié avec Jean Lesage. Donc, c'est une même génération. Ah oui, OK. Donc, oui, on peut parler de révolution tranquille parce que Louis Robichaud a fait en sorte que le Nouveau-Brunswick se modernise, arrive dans le 20e siècle. Ouais. Puis, par après, en 70, Hatfield prend le pouvoir avec seulement quelques députés francophones, dont Jean-Maurice Simard, qui n'était pas tellement connu des Acadiens du Nord-Est, mais il était élu au Nord-Ouest. Donc, en voyant que le gouvernement conservateur était une majorité anglophone, les nationalistes, professeurs, surtout syndicalistes de l'université ou collège de Bathurst, fondent le Parti acadien. Bon, OK. En 72. Oui. En 74... Ça, c'est malgré 10 ans après Louis Robichaud, oui, parce que là, qu'on a l'impression que ça va mieux. Il y a eu des percées pour... Oui, mais là, les conservateurs ont le pouvoir au complet. Il y a seulement 1 ou 2 députés francophones élus dans le Nord-Ouest. Ouais. Donc, le Parti acadien se fonde. En 1974, il y a une élection avec 10 candidats. Ça fonctionne comme ça. Mais à l'époque, il y avait 2 $ par vote. Ouais. Donc, on réussit à avoir à 14 000 $. À cette époque-là, 14 000 $, c'était énorme. Bon, en 76, en 77, on m'appelle pour prendre un travail comme secrétaire exécutif pour organiser l'élection de 78 qui s'en venait. Ouais. Donc, on avait 14 000 $. On a pu me payer 14 semaines de chômage. Okay. Dans ce temps-là, ça fonctionnait comme ça. Moi, je rencontre plein de baby boomers qui me parlent de ces époques-là, de passer l'été sur le chômage pour faire un projet créatif. Finalement, il ne s'est rien passé à part un bel été. On était sur le chômage, mais on travaillait quand même. Là. Oh, OK. C'est ça. Moi, je continuais à travailler pour le Parti acadien, mais avec 300 pièces dans les poches, je faisais le tour du Nouveau-Brunswick. Wow. Ça, c'était assez facile avec une vieille bagnole. Ouais. Donc, en 77, j'essaie de trouver des candidats. On trouve 24 candidats. C'est une chose extraordinaire. Ouais. La chose la plus extraordinaire, c'est qu'on trouve... c'est combien le nombre de 49? À l'époque, il y en avait 58. OK. 50. OK. Mais la chose extraordinaire, c'est que je pense que je peux me donner ça là, comme gloire. Là. J'ai réussi à convaincre le curé de Kedgewick de se présenter. Oui. Puis lui, j'avais entendu parler qu'il faisait des discours en chair et c'était incroyable. Ça fait que j'ai pensé, lui, il faut l'embarquer. Ah ouais. Parce qu'il disait la manne dans le sud puis la marde dans le nord. OK. Non, mais ça, c'est intéressant. C'est ça. Non, mais attendez, Louise. Ça, c'est intéressant, parce que là, je vais faire des parallèles avec le Québec que je connais mieux, mais... Attends, il faut que je continue l'histoire. Non, mais je veux parler du clergé à l'époque. Donc, le clergé, oui. Oui, le clergé, est-ce que les membres du clergé vous appuyaient ou lui, c'était une exception? Oui, le clergé, oui. Oui, plusieurs curés nous... OK. Appuyaient vos revendications. Bon, donc, lui, il se présente, on fait une élection, mais là, on décide de créer l'option de la province acadienne. C'est la première fois là, que ça sortait publiquement. Vous êtes comme des séparatistes. Non, on veut rentrer dans la Confédération. Oui, mais vous êtes des séparatistes. C'est les Québécois qui sont séparatistes. nous, on est environ... Oui. Vous êtes des séparatistes? Non, on n'est pas séparatistes. On veut séparer des Anglais, des anglophones du Nouveau-Brunswick. OK. Parce qu'ils ne nous donnent rien. OK, vous n'êtes pas des séparatistes, vous voulez juste vous séparer des anglophones. On veut juste avoir notre propre province, comme l'île du Prince-Édouard a 100 000 de population. Nous, on était 250 000. Ouais. Peut-être la même, je ne sais pas. Là, bon. Ouais. Donc, cette idée-là... Et la province acadienne, un instant. Oui. La province acadienne, on avait une assemblée avec 50 % de femmes, 50 % d'hommes. Oh, ça c'est révolutionnaire, ça. Décentraliser les pouvoirs. Shippagan, le ministère des Pêches. Kedgewick, l'agriculture, Caraquette, le culture, peu importe. Parce que l'argent, le ministère, ça a beaucoup d'argent. Ben oui. Donc, on fait l'élection. Malheureusement, l'évêque, je ne sais pas quel évêque, il faut que je fasse de la recherche, là. Il se met dans l'élection de Kedgewick, puis Armand Plourde passe à 300 votes de se faire élire. OK. Ça, c'était une déception incroyable. Par après, en 79, il y a la Convention nationale des Acadiens. Oui, ça, c'est important, ça. Ah, très important. Là, attendez, on a un regain de vie, là. Là, je sais qu'ici, tout le monde sait c'est quoi, les conventions. Attends, je vais finir, là. Ouais. Attends, tu poseras une question. Parce que là, je vais me mêler. OK. En 79, il y a la Convention nationale des Acadiens. Certains partis disent les grandes gueules du Parti acadien vont
vont prendre le crachoir. Ouais. Donc, comment on fait ça? On va créer 80 petits ateliers de 12 personnes qui vont parler de l'option. Province acadienne, annexion Québec, province de l'Atlantique, l'Union des provinces de l'Atlantique. Donc, je pensais, c'est comme bizarre ça. Moi, je me retrouve dans un atelier avec 12 personnes. Je pense qu'il y avait Gilbert Finn dans la mienne. Moi, j'étais convaincu de la province acadienne, mais dans les 80, il y avait une grande gueule qui était convaincue de son option. Quand tu n'as pas d'idée, puis l'autre a une idée, c'est qui gagne, c'est l'idée. Donc, quand il y a eu l'élection à cette même convention-là, on a voté à peu près 70% pour l'option d'une province acadienne ou d'un pays ou d'un territoire. Oui, mais pas séparatiste. Non, pas du tout. Ça fait là, il y a une frénésie. Le monde est fou dans cette salle-là. On est complètement... Jean-Maurice Simard est là, qui est ministre. Oui. Lui, on a nommé tantôt. Là. Il se lève, il dit je vous promets la loi 88. Je ne sais pas comment il l'a dit, mais c'est à peu près ça. La loi 88. Puis on sait qu'en 81, ça a été officiellement par le fédéral adopté. Donc, c'était dommage qu'à cette époque-là, le président de la SNB n'a pas eu le courage d'aller à Ottawa et de dire « Regarde, c'est ça qu'on a voté ». Il s'est caché sous le comptoir, je ne sais pas où. Donc, ce que Louise dit, c'est là une récupération du nationalisme. Parle de parti progressiste conservateur. Donc, Richard Hadfield a été astucieux, est allé chercher un lieutenant francophone, Jean-Maurice Simard, donc du Madawaska, était député de la région, originaire du Québec, la région de Rivière-Bleue. Et puis, il sera son ministre des Finances, très puissant. Donc, c'est lui qui va faire cette stratégie d'élection en 1982. On aura 2 élections, finalement, 2 campagnes électorales. Ça, c'est un précédent. Donc, on est allé chercher une firme au Québec, près du Parti québécois, pour mener des élections. C'est Jean-Maurice Simard qui a joué cette carte-là. Donc, pour une fois, on avait une campagne électorale qui n'était pas traduite. En d'autres mots, on avait un message, on avait une campagne en français, et on avait une campagne en anglais. C'est assez intéressant. Et c'est là où, grâce à cette stratégie de Jean-Maurice Simard, avec l'appui évidemment de son chef, le premier ministre Hadfield, il y a eu cette grande victoire en 1982. Donc, une percée historique chez les francophones. Et comme l'a dit Louise, les conservateurs ont dit, il se passe quelque chose ici, il faut être à l'écoute des Acadiens. Parce que pourquoi il y a un parti acadien? C'est parce qu'on estimait que les libéraux prenaient les Acadiens un peu pour acquis. Ça bougeait pas trop de ce côté-là. Oui, Louis Robichaud a fait des choses remarquables, mais on trouvait que ça n'allait pas assez loin. Donc, il y avait des revendications ici et à ce moment-là, Jean-Maurice Simard a dit, on peut peut-être aller de ce côté-là et aller chercher le vote francophone et avec succès. Donc, en 81, l'Assemblée législative a voté la loi 88 reconnaissant l'égalité des 2 communautés linguistiques. Les principes de cette loi ont été inclus dans la Constitution canadienne, dans la Charte en 1993. Par les libéraux de Frank McKenna et les conservateurs du premier ministre Mulroney. Donc, ça a été une avancée. C'était après l'échec du lac Meech, il faut s'en rappeler. Donc, ça a été une avancée importante pour les Acadiens d'être reconnus dans la Constitution. Si bien qu'aujourd'hui, oui, on a à l'Assemblée législative, dans le passé, un parti CORE qui était contre le bilinguisme, qui a disparu de la scène. Un autre parti est apparu plus récemment, en 2014, dans ces eaux-là, le People Alliance, qui a fait élire éventuellement en 2018 3 députés, gouvernement minoritaire. Il se rangeait du côté des conservateurs pour les maintenir au pouvoir. L'apparition du Parti vert aussi, on pourra en parler, c'est très intéressant, ce parti, qui réussit, à mon avis, à aller chercher des votes autant chez les anglophones que les francophones. J'aurai des données à vous partager là-dessus tout à l'heure. Donc, essentiellement, donc c'est ça qui se passe. Et puis, évidemment, il y a l'effondrement du Parti progressiste conservateur avec le départ de Richard Hadfield, 17 ans au pouvoir, des scandales, comme je vous ai mentionné. Et là, arrive un personnage fort qui s'appelle Frank McKenna, qui va rafler les 58 sièges à l'Assemblée législative. Je crois ce qui se passe au Québec actuellement. Oui, vous avez raison d'être inquiet parce que la CAQ peut rafler à peu près tout. Parce que si la CAQ va chercher au-delà de 40 du vote, ils vont ramasser à peu près 80 des sièges. Parce que McKenna, avec 60 du vote, il a ramassé 100 des sièges.
On serait dû pour une réforme du mode de scrutin, moi je trouve. Ben, écoutez, j'écoute ça. En 1976, c'était la promesse forte du Parti québécois. En 68, c'était... Oui, mais en 1976, ils prennent le pouvoir. Ouais. Il y a la commission Byrne, je connais bien le sujet, qui recommande de changer le mode de scrutin. Et le Parti québécois se trouve très confortable avec le mode de scrutin. Évidemment. Ça lui permet, en 1978, par exemple, de prendre le pouvoir avec moins de votes que les libéraux, mais plus de sièges. Et on connaît la CAQ, la promesse de M. Legault de changer le mode de scrutin. Il n'a pas respecté cette promesse. On pourrait parler de M. Justin Trudeau aussi. Donc, si on veut changer le mode de scrutin, ça ne va pas venir des gouvernements, des partis politiques. Il faut que ça vienne de la population. C'est pour ça qu'il faut être séparatiste, C'est pour ça qu'il faut être séparatiste. Parce qu'on se fait toujours avoir. Vous pouvez être séparatiste, mais rien ne vous empêche au Québec. Je trouve ça assez fascinant, la fascination du Québec pour les institutions britanniques. Là. Le parlementarisme britannique, ça fascine les Québécois. On va à l'Assemblée nationale, à la Chambre rouge, l'ancien conseil législatif, c'est une chambre magnifique. Donc, il y a un attachement profond du Québec au mode de scrutin hérité de la Grande-Bretagne. Puis je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas le changer. Mais Roger Ouellet, Est-ce qu'ici, au Nouveau-Brunswick, il y a un appétit pour ça? Sou, on vous a pas beaucoup entendu, là. Non, mais j'allais dire justement... Ça, c'est parce que moi, j'ai pas été là pour vivre ces années-là. Mais je les étudie. Moi, j'en rêve, mais... Mais on a parlé de scrutin, de changer le mode de scrutin au Nouveau-Brunswick. Moi, j'ai milité dans les années 2016, à peu près, pour l'abaissement de l'âge du vote à 16 ans, une éducation civique obligatoire, puis un changement du mode de scrutin. C'est gros, là. Mais on a eu on a eu des comités qui travaillaient justement, un comité gouvernemental qui s'est penché, qui a fait des propositions au niveau provincial, autant qu'au niveau fédéral, on le sait. Puis ça va juste pas de l'avant, mais on a nommé le problème. Il n'y a aucun gouvernement qui est avantagé par une réforme. Mais non. Tu sais, ça fait... Bref. Mais j'ai eu la chance de travailler là-dessus. Ça, c'était vraiment intéressant. Puis je pense que l'aspect pour moi que je trouve le plus pertinent, c'est une réforme électorale, il faut changer, on le sait, ça bénéficie aucunement les minorités, ce qu'on a en place présentement. Puis, ça peut bénéficier des minorités, mais peut-être pas les bonnes. Who knows? Mais de l'abaissement de l'âge du vote à 16 ans avec ça aussi. Ça n'a pas nécessairement rapport avec l'Acadie, mais c'est un dossier canadien. Tout le monde en parle. Non, mais ça a rapport au fait de réintéresser les plus jeunes à la démocratie. Je dirais peut-être pas réintéresser, là, parce que je pense que ça, c'est une idée typique qu'on se fait de la jeunesse qui n'est pas intéressée, là. C'est pas la vérité, mais bon. Peut-être recréer un engouement pour la démocratie. Non, mais attendez, c'est démontré qu'ils votent moins que les plus âgés. Oui, ça veut pas dire que voter, c'est la seule façon de s'intéresser. Mais c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que j'aime pas l'expression pas intéressé à la politique, parce que c'est pas vrai. Peut-être est-ce que le vote le représente pas, mais il y a une activité politique qui se fait au niveau de la jeunesse. Puis, comme toute génération, on crée notre propre façon d'être actif. Tout à fait. Créer des partis politiques, créer des mouvements, ça dépend, mais... Mais Louise, je veux revenir à le Parti acadien. Cette idée-là de former un territoire dans la population acadienne, est-ce que ça ralliait beaucoup de gens? Parce qu'on le sait, là, les trucs souvent révolutionnaires qui, par la suite, sont démontrés qui étaient bénéfiques pour la majorité, quand on les met de l'avant, ces idées-là, souvent, il y a des gens qui ne voient pas les bénéfices et qui vont s'y opposer. Est-ce que ça ralliait beaucoup de gens ou c'était un truc de néo-nationalisme? Mais je pense qu'à l'époque, c'est sûr que c'était avant-gardiste. Peut-être les gens trouvaient ça utopique même, la province acadienne, parce qu'on a un petit problème à Miramichi, Chatham. Qu'est-ce qu'on fait avec les autres, là? Je viens de Miramichi. Okay. C'est quoi le problème avec Miramichi? C'est que si tu regardes la province, là, la division, là, ça se divise bien nord-ouest, nord-est, la région de Bouctouche, Ken. Des très, très belles régions aussi, là, magnifiques. Là, c'est le paradis. Là. Mais il y a une petite région, puis je pense que c'était fait volontairement par les anglophones à l'époque aussi, de nous diviser. Ah ouais? Oui, il y a vraiment une division. Puis il y a une petite majorité anglophone, mais ça se francise beaucoup. Moi, je remarque qu'à Chatham-Miramichi, j'ai un service en français incroyable, peut-être à cause de la région de Tracadie, Neguac, qui vont acheter. Puis il y a un respect. Les gens de Neguac viennent travailler à Miramichi. Oui, ça change. Parlons de transfert, parce que je lisais, là, il faut que je retrouve le nom de l'anthropologue. Il y a un anthropologue qui prétend, je pense que c'est André Magard, que les transferts linguistiques sont négatifs présentement
Là, je regarde dessous parce que... Transfert linguistique, on veut dire chiac, on change le français ou... Transfert linguistique intergénérationnel devient négatif pour la première fois selon les données de Statistique Canada. C'est André Magard qui dit ça. Je pense que c'est du français à l'anglais. Je pense pas qu'il parle du chiac. Mais statistiquement, là, on sait, démographiquement, on perd du pourcentage en français. Au Canada, en général, là, on sait l'assimilation, ça existe. Puis, je pense... il y a tout le temps... C'est Suzanne Robillard qui parle de... les gens ont une idée très négative à l'idée de la modification du français. Ça fait... Puis je sais que je parle probablement à des puristes, certains puristes ici, là, mais... Il y a des gens qui comprennent pas que la langue peut évoluer sans qu'on la perde. Puis, naturellement, elle est influencée par l'anglais ici. Là, on s'entend. Les jeunes grandissent avec dans des familles exogames, un parent anglophone, un parent français. Des fois, c'est des enfants ayant droit comme même pas un parent français. C'est deux parents anglophones avec une grand-mère française qui a parlé français à un moment donné, puis elle a perdu la langue. Là, ça fait... On s'entend que la langue qu'ils vont parler, le français qu'ils vont parler, a une influence. C'est du régionalisme. Il y a ça partout là, au Québec, dans différentes régions, il y a aussi différents accents. Mais je pense que c'est extrêmement difficile, même côté question identitaire. Quand tu fais partie, par exemple, de l'Acadie, mais il y a d'autres francophonies dans le Québec qui pourraient traiter... au Canada, désolé, qui pourraient traiter de ça aussi. La langue est associée à qui on est. On est Acadien, on y associe la langue française. Du moins, c'est le même qu'on l'a vu en grandissant. Tu grandis... Tu parles français, ou du moins tu parles ton français, mais on te critique constamment que ton français n'est pas suffisamment bon, puis que tu n'es pas français, tu n'es pas francophone, tu n'es pas d'expression française à cause de ça. Qui critique? C'est les plus vieux? C'est les Québécois? Non, mais on a ce débat-là au Québec, c'est-à-dire qu'il y a une façon de parler français. Oui, il y a un élitisme linguistique. Là, si on veut commencer l'échelle, c'est probablement la France, le Québec, puis les francophones hors Québec. Là. Mais c'est dans la communauté en tant que telle aussi. Je veux dire, il y a des élèves qui entre eux s'autocritiquent parce que c'est le réflexe qu'on développe de faire « ton français n'est pas parfait, on va le corriger ». Puis, en tout cas, ça fait... Moi, je suis une grande fan du, excusez l'expression, time and place. Il y a des places où on se doit d'apprendre le français. En temps et lieu, on l'apprend, la grammaire, la syntaxe, on l'écrit comme il faut, on apprend à la parler comme il faut. Mais... quand on vient à traiter d'une question identitaire, je pense que la pire chose qu'on peut faire, puis venant de Miramichi, je l'ai remarqué, parce que c'est une ville anglophone avec une petite communauté francophone. Mais la petite communauté francophone, elle a réussi à se bâtir une école française. Elle a des églises au fil de l'histoire. Ça fait ça a eu de la force. Là. Puis ces jeunes-là, moi, j'ai vu des collègues de classe partir, arriver au secondaire, décoller pour des écoles anglaises. Parce qu'ils sont critiqués de façon permanente, qu'ils sont pas suffisamment français. Puis ça fait en sorte, au lieu d'accepter que quelqu'un a peut-être un français différent, ben on le perd. Puis ça prend 5 ans, puis il parle même plus français, il s'identifie même plus comme francophone. Puis je pense que ça, c'est la pire chose qu'on pourrait pas faire. Ça fait... Peut-être ajouter aussi que Miramichi a réussi à élire un maire francophone, M. Cormier, pendant 2 ou 3 mandats. Peut-être pour aller dans la même option, là, il ne faut pas oublier que dans les années 40-50, dans la région de Moncton, le pouvoir économique, la locomotive économique était anglaise. Les francophones n'avaient pas de pouvoir économique. Donc, pour avoir un travail, ils devaient parler. Puis moi, je l'ai compris quand j'étais à l'université. J'étais dans un restaurant, puis j'écoutais 2 francophones. Je pensais que c'était 2 anglais, mais quand ils parlaient, le mot anglais était plus fort, puis le mot français plus... Parce qu'eux, ils avaient été écrasés par le pouvoir économique. Maintenant, ce qui change, c'est l'art, c'est la musique, c'est les artistes acadiens comme Lisa Leblanc et Hébé qui chantent les radios. Les hôtesses d'Hilaire. Les hôtesses d'Hilaire. Parce que Serge Brideau est dans la salle. Eux, ils viennent... Ils sont bizarres, eux autres, par exemple. Non, les autres, ils viennent du Nord, c'est une autre affaire. Mais ils sont bizarres. Non, ils sont pas bizarres. Ils sont rafraîchissants. On va dire rafraîchissants. Oui. Donc, Serge est très rafraîchissant. Donc, les jeunes qui écoutent Lisa Leblanc, puis là, mais ils sont fiers de... Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas corriger. Nous, à Caraquette, quand j'étais jeune, tous nos mots de voiture, le char, le bumper, le wiper, le tire, c'était tout anglais. Là, maintenant, pourquoi je dis pneu, essuie-glace, je sais pas... Vous dites vraiment essuie-glace? Oui, on s'est corrigé tranquillement. Mais ça va être la même chose pour les régions... qui sont à prédominance anglaise. Là, je vais peut-être dire une énormité, mais est-ce qu'il y a un piège à cantonner
l'acadianité dans la culture. Parce que je pense que c'est Joseph Yvon Thériault qui a déjà dit ça, qui lui avait peur qu'on folklorise, dans le fond, l'acadianité et que... Puis moi, je me rappelle, dans les années 70, Zachary Richard, toute l'invasion des artistes acadiens au Québec, même, je pense au Bye Bye, en 1976, il avait fait un long sketch pour dire que les Acadiens venaient envahir les salles de spectacle à Montréal parce qu'ils étaient partout. Je pense même qu'on va aller en écouter un extrait. Écoutez-moi, je vais monter en haut, parler au capitaine de notre bateau, Zachary Richard. Il va nous dire à quel moment on pourra apercevoir la silhouette de la place des Arts ou du Rideau Vert. Jeannette, vous pouviez en point faire la chanson? Vous voyez en point que je travaille de l'espion pour l'avion, c'est pas là? Excuse-moi, la Sagouine, mais ne perds pas courage. Que ferais-tu si je te disais qu'un jour, tu laverais peut-être les planches du Rideau Vert? Ah, je serais tellement contente, pour ma maison, je m'engagerai en petite Sagouine que ferait mon ménage. Capitaine Zachary! Qu'est-ce qu'il faut tenir? Par là, si vite, je te prends bien. Qu'est-ce qui se pose à tenir? Le moral est à la baisse. Les passagers se demandent si on va bientôt arriver à Montréal. Et ne savent Par pas si vite. dans une autre santé. Mais est-ce qu'il y a un piège ou est-ce que l'Acadie se résume peut-être souvent trop à l'aspect culturel et pas nécessairement ancré dans des gestes politiques? Ben, c'est une question fort importante. La culture, c'est la langue, comme on sait, c'est l'histoire, oui. c'est tout notre patrimoine. Donc, il faut vraiment continuer à se nourrir oui. cette histoire. Mais la politique, l'aspect politique est très important parce qu'il faut avoir une voix politique. Et au Nouveau-Brunswick, ben, on a quand même à peu près 2 tiers de la population qui est francophone. Actuellement, on a 49 circonscriptions électorales. Il y en a 21 des 49 où il y a 25 et plus de francophones. Excusez-moi, Roger, il y a 2 tiers de la population est francophone au Nouveau-Brunswick? Un tiers de la population est francophone. Okay. Et j'explique qu'il y a 49 circonscriptions provinciales et il y en a 21 sur 49 où on a 25 et plus de francophones. Ouais. Donc, il y a un poids politique ici. Et on a évidemment ce poids politique se retrouve dans les partis politiques traditionnels, comme j'ai mentionné, le Parti libéral, le Parti conservateur à certains moments. Maintenant, on pourra en discuter qu'est-ce qui se passe maintenant. L'émergence des partis, des tiers-partis, le Parti NPD, qui n'a jamais réussi vraiment à aller, sauf au niveau fédéral, mais au niveau provincial, à avoir s'ancrer dans les régions francophones. Ouais. Le Parti vert, c'est un parti progressiste, plus récent. On a un député ici dans la salle. Ah oui? Je ne veux pas faire sa promotion. Kevin Arsenault, il peut faire très bien lui-même sa promotion. Ben, vous êtes bien parti. Mais simplement, c'est important de le dire. J'ai une recherche ici que j'ai faite avec un collègue de l'Université de Moncton, Gabriel Arsenault, sur le vote provincial de 1908 à 2020. Ah ouais? Et voir comment ça se passait. Donc, essentiellement, si on prend l'Acadie francophone et le reste de la province, donc on a des circonscriptions où on a une majoritaire francophone, 75 et plus, comme la région de Caraquet, par exemple, le Madawaska. Des circonscriptions plus mixtes, anglophones, francophones, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, et des circonscriptions majoritaires anglophones, beaucoup de centre du Nouveau-Brunswick, et dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick. Donc, essentiellement, qu'est-ce qu'on peut constater ici? C'est qu'au fil des années, historiquement, les Acadiens se retrouvaient dans le Parti libéral, mais on a vu l'arrivée de Richard Hadfield et la stratégie d'aller chercher le vote acadien. Donc, ça a fonctionné et c'est retourné au Parti libéral. Et là, évidemment, les dernières élections ont monté vraiment une polarisation, surtout en 2020, extrême, linguistique, entre francophones et anglophones. Exemple, si on prend les circonscriptions où on a le facteur francophone très important, aux dernières élections de 2020, à peine 20 des francophones ont voté pour le Parti progressiste conservateur. À l'inverse,
dans les circonscriptions majoritaires anglophones, 18% des anglophones ont voté pour le Parti libéral. Nous avons une course à la chefferie actuellement au Nouveau-Brunswick. Les libéraux doivent choisir un chef ou une chef. Il y a 4 candidats pour le moment, des francophones et des anglophones. Madame la candidate anglophone est très bilingue. Donc, le défi, je dirais, des libéraux au mois d'août, c'est de trouver un ou une chef qui, aux élections 2024, pourra renouer avec l'électorat anglophone. Le défi pour les conservateurs, une fois que l'épisode X sera terminé, parce que c'est un premier ministre qui, à mon avis, ne pourra jamais connecter avec les francophones. Il ne pourra pas ou il ne veut pas? Il ne veut pas, il ne peut pas. C'est quand même une notion, une nuance importante. Moi, je constate qu'aux élections de 2018, il n'a pas connecté. Puis je constate qu'aux élections de 2020, il est encore moins connecté. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à faire élire aucun candidat francophone dans les régions francophones du nord de la province. Mais parce qu'il n'y en a pas besoin. L'idée, c'est que ce qui s'est passé en 2020, c'est un événement historique au cours des 100 dernières années. Et en 2018, pour la première fois de l'histoire, on avait élu un gouvernement minoritaire. Okay, avec 3 People Alliance et 3 Verts. Et en 2020, on a eu l'effondrement du Parti libéral chez les anglophones. Il y a une fenêtre, à mon avis, historique très particulière qui s'est présentée, à savoir que ce phénomène-là a fait en sorte que les conservateurs ont fait le plein chez les anglophones, le plein de vote, le plein de circonscriptions. Rien chez les francophones, mais c'est 2 tiers quand même, les anglophones. Et les libéraux ont fait le plein chez les francophones, mais ils ont eu des miettes chez les anglophones. Et cette fenêtre-là a permis, de manière exceptionnelle à mon avis, au Parti progressiste conservateur d'avoir une majorité sans le vote acadien. Donc, c'est pas des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle... Non, mais c'est pas des bonnes nouvelles pour l'avenir, c'est-à-dire que... Non, la bonne nouvelle, c'est un phénomène historique et ça ne va pas nécessairement se produire à chaque fois. La bonne nouvelle, je pense que les libéraux doivent continuer à garder le vote francophone, mais aller chercher le vote anglophone s'il veut être pertinent. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura une fin à Blaine Higgs, il y aura peut-être un nouveau chef francophone ou qui peut rejoindre les francophones. La bonne nouvelle, on a des tiers partis comme le Parti vert qui, lui, est assez intéressant. Il y a 3 circonscriptions détenues par les Verts, une dans Fredericton Sud, majoritaire anglophone et urbaine, une dans Ken Nord, majorité francophone et rurale, où je trouve Kevin Arsenault, et une autre dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, qui est un mélange francophone-anglophone, ruralité, un peu urbanité. Donc, les données que je vois ici, aux dernières élections, c'est le Parti vert qui a mieux réussi à aller chercher le vote tant des francophones que des anglophones. Peut-être la question à se poser, est-ce que le Parti libéral va réussir à prendre le pouvoir avec une majorité de francophones? Ça peut être possible, il faudra peut-être former un autre patente. Mais est-ce que le Parti vert va faire élire d'autres candidats, ce qui serait exceptionnel parce que, surtout avec Kevin Arsenault qui fait un travail exceptionnel, les anglophones se sont aperçus qu'ils n'ont plus besoin des francophones pour prendre le pouvoir. C'est ça, je disais tantôt, la mauvaise nouvelle, là, c'est que Et oui, je pense que c'est clair. Donc, moi, j'avais amené un papier parce que le Parti acadien avait posé clairement la question de pouvoir en Acadie. Là. Je pose la question, puis je fais même une proposition à M. Hing et M. Austin de demander pour une province loyaliste. Se séparer de la province acadienne. C'est pas nous qui va le demander, c'est eux. Vous voulez vraiment pas être séparatistes, mais vous voulez les séparations. C'est ça, hein? On est déjà séparés. Ils gouvernent sans nous. Ils nous donnent rien. On n'existe pas. Ça fait donc, pourquoi ils veulent rester avec nous? Pour nos taxes? Mais non, on ne veut pas leur donner nos taxes, là, quand même. Qu'est-ce qu'on fait avec la Miramichi, là, encore une fois? Ça, je pense, c'est récupérable. Oui, laissez-moi, je vais travailler là-dessus. C'est beau. Une annexion au Québec, vous en avez parlé tantôt, ça a déjà été discuté, ça. Ceux qui suivent la série La Maison Bleue, non, malheureusement, avec Guy Nadon, là, ça s'en vient, là. Il propose l'annexion au Québec, mais qui pourrait être vous l'avez mentionné tantôt, ça a déjà été discuté, ça. Oui, ça pourrait être une option. Vraiment, là, si on peut plus fonctionner, là, comme présentement... Ça fait longtemps, Louise Blanchard, que vous êtes venue au Québec? J'y vais régulièrement. OK. J'adore le Québec. Ça vous tente d'être annexé?
Ben, on pourrait être Parce que moi, des fois, ça me tente de m'en aller. Ben, avec le climat politique actuel. Le Québec est une province extraordinaire pour moi. Ouais. Et l'éducation est presque gratuite. Oui. Les garderies, c'est à 5 $. Oui. Non, au niveau de la culture, le gouvernement investit. Pour ceux qui ont une place, on le rendu gouvernement à 8. investit. Pour moi, le Québec, c'est un exemple au niveau national. OK. La Gaspésie, là, puis le Nord surtout, c'est le même monde. C'est des pêcheurs, ils sont d'origine acadienne. Les îles de la Madeleine. Mais c'est-tu des Acadiens? On a même plus d'affinité avec ces gens-là, parce que c'est des pêcheurs, ça, qu'avec des fois les Acadiens du Sud, ceux du Nord. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai, parce que même qu'il y a eu beaucoup de pêcheurs qui avaient une maîtresse l'autre bord, là, c'est ça. Là, il y a des enfants acadiens là, qui sont... ça se faisait parce que... Dans le temps qu'à la quête, dans le bout des pêcheurs, là, les curés disaient qu'on était les impurs. Ah ouais, hein? Oui, puis ceux qui restaient près de l'église, c'était les purs. Ah ben oui. Bon, là, l'épisode avance. Et là, Louise Blanchard, là, je la trouve... en fait, je tombe sous le charme, très articulée, très forte aussi. On sent là, la militante qui a milité vraiment longtemps. Puis là, on parle du Parti acadien, tout ça. Et là, je me mets à penser au film L'Acadie que j'ai vu il y a je pense il y a 2 ans, la première fois que je l'ai vu, et que j'ai revu avant d'aller au Nouveau-Brunswick. Puis je me dis, coudonc, je regarde j'essaie de deviner son âge. Évidemment, on ne demande jamais l'âge à une dame. Mais je me dis, elle pourrait avoir l'âge des jeunes qui manifestent à l'Université de Moncton en 68 et que Pierre Perrault filme. Puis je sais qu'il y a des Blanchards dans le film. Je me rappelle plus si c'est Louise ou quelqu'un d'autre. Finalement, on fait une petite pause éventuellement dans l'enregistrement, puis je lui demande, est-ce que vous avez participé au film de l'Acadie de Pierre Perrault? Puis il m'a dit non, mais mon frère, oui. Mon frère, c'est un des protagonistes, Michel Blanchard. Et là, j'étais bien énervé d'avoir de si près quelqu'un qui a presque participé à ce film mythique. De toute façon, on va en reparler un peu plus tard dans l'épisode, mais je voulais juste faire cette petite pause-là parce que voilà, évidemment, j'ai aimé tous les invités de l'épisode, mais j'avoue que Louise, sa détermination et son côté carré aussi, là, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Alors voilà, je la laisse continuer. Parce que là, il faut parler évidemment du fédéral. Le fédéral là-dedans, là, parce que là, il y a comme un gros brainstorm de réflexion sur la protection de la loi linguistique des minorités. Comment c'est perçu ici, Roger Ouellette? Ou même Sous, si... Oui. Ben, je pense, au niveau provincial puis au niveau fédéral, on parle de la modernisation de la loi sur les langues officielles. Il faut savoir qu'au Canada, il y a une loi qui protège les 2 langues officielles, puis au Nouveau-Brunswick, on l'a aussi. Là. Ça fait problème avec... Mais elle protège... Là, je parle à la juriste. Oui, elle protège... étudiante, là, mais... Ouais. Vous étudiez en droit. Elle protège les langues, mais pas nécessairement les communautés. C'est-à-dire que... Parce qu'à l'origine, en 69... C'est le biculturalisme que André Laurendeau aurait voulu, je pense, mettre de l'avant. Il est décédé avant la publication du rapport. Mais et Pierre-Éliott Trudeau a décidé de ne pas protéger, dans le fond, l'idée de 2 cultures fondatrices, mais qu'il y a 2 langues et qu'elles ont un statut juridique égal. Malheureusement, il y en a une des 2 qui est parlée par beaucoup plus de monde que l'autre. Fait que forcément, c'est pas vrai que c'est une égalité donc juridique, mais qui, dans les faits, est difficile à maintenir. Ben, la loi, elle a été rédigée puis elle a évolué au fil du temps. Les communautés francophones hors Québec ont eu besoin de se retrouver en Cour suprême à maintes reprises pour faire valoir leur accès à l'éducation, qui est extrêmement importante. On le sait, les sociolinguistes de ce monde ont écrit des piles puis des piles de recherches puis d'études qui démontrent à quel point nos écoles en contexte minoritaire sont beaucoup plus que de l'éducation. Ça rallie les communautés, puis tout ça, ça fait... Je veux dire, c'est ça. Puis là, au fédéral, on traite de la modernisation de la loi. Ça fait des années qu'on parle de ce projet-là. C'était pour le 50e. On est au-delà de ça. Mais c'est ça. On a besoin de... C'est comme vous dites, la loi, elle est là pour protéger les 2 langues officielles. Elle a existé pour ça, mais on a évolué. Il y a des choses qui ont eu besoin de changer, puis on a remarqué que, justement, il n'y avait peut-être pas assez de mordant. C'est l'expression qu'on utilise à la loi, parce qu'il n'y a pas moyen... il n'y a pas d'autorité, mettons. On peut taper sur le bout des doigts là, des gens qui ne respectent pas la loi sur les langues officielles, puis c'est à peu près tout pour l'instant. Ça reste à changer. Puis... il y a toute
cette nuance-là, cette difficulté-là aussi qu'on voit entre l'idée d'une minorité linguistique, parce qu'au Québec, il y a la minorité anglophone aussi. Ouais. Ça fait... très maltraité quand on les écoute. Là, Mais c'est une minorité linguistique, puis je pense que c'est... Oui, mais c'est vrai. Moi, en tout cas, j'ai pas trouvé la réponse à ça. Puis je sais qu'il y a des organismes qui en parlent. En mon nom personnel, je trouve que c'est très difficile parce que en tant que minoritaire linguistique, on réalise que c'est pas facile. Ouais. Mais notre bord, on pioche parce qu'on est une minorité en Amérique. Là. Oui, ça veut dire la réalité est pas la même à ce niveau-là non plus, sans vouloir... Puis là, de par les complexités de la loi puis de ce qu'on a comme politique canadienne, si on nie les droits ou les nécessités d'une certaine minorité, ça nous tombe directement dessus aussi. Ouais. Puis là, le Québec, de par sa majorité puis de par sa réalité à elle, parfois prend parole puis nous blesse, nous, hors Québec. Ça fait... Je pense que ça, là, il y a tellement... c'est pour ça que je l'étudie. Louise, il ne faut pas oublier que le bilinguisme, ça fonctionne d'un côté. Tout à fait. C'est les Français qui parlent anglais. Oui. Et les Acadiens ont fait des gains extraordinaires en éducation. On a eu la dualité en éducation. Oui. Maintenant, ce qu'on demande, c'est la dualité. Ça veut dire quoi, la dualité? Excusez-moi, dualité, c'est le ministère francophone. Les francophones mènent leur affaire en éducation, puis les Anglais mènent leur affaire. Oui. Puis, on demande présentement l'égalité, l'autonomie en santé. Oui. Parce qu'ils ferment nos hôpitaux comme si c'était, je sais pas moi... Une quantité négligeable, oui. Et maintenant, nous, on a un comité qui s'appelle Égalité Santé, avec son président qui est ici, là, Hubert Dupuis. Oui. Et on demande notre propre régie. Oui. Votée par la population entièrement. Pour que les soins de santé soient adaptés aux besoins des communautés. Notre directeur. Là, présentement, c'est la ministre Shefford, anglophone, qui nomme notre directeur puis notre président. Donc, et elle nomme certains conseillers. Oui. Donc, on n'a pas l'autonomie en éducation, en santé. En éducation, là, mais pas en santé. Oui. Donc, on se bat en cours. Ça nous coûte extrêmement cher. On n'a pas vraiment de pouvoir. Puis là, on vient d'avoir M. Austin, puis on le savait, ça fait des années, nous, Égalité Santé, qu'on dit ils veulent une régie. Ça veut dire bilingue. Mais quand c'est bilingue, c'est qui mène, qui parle, c'est les Anglais. C'est les Anglais. Il vient de demander une régie, là, ça s'est fait. Ing a refusé, mais comment on l'entend? On ne le sait pas. Êtes-vous fatigué des fois, Louise? Non, mais... Parce que on a Sue qui a 22 ans. Je ne sais pas votre rapport à ces militants et ces militantes-là. J'imagine que non, mais les revendications ont changé aussi. Est-ce que... Puis là, je vais faire une comparaison avec le Québec, mais tu sais, c'est difficile de demander à des plus jeunes de s'émouvoir des luttes du passé. On peut pas toujours activer ces réflexes-là pour maintenir le feu sacré des plus jeunes. C'est ça évolue d'une génération à l'autre. Puis je pense que ça, c'est peut-être... Je pense pas que c'est propre à l'Acadie, mais je pense qu'il y a quelque chose de magique par rapport à l'Acadie au niveau de... tu sais, le Parti acadien, là, quand t'es jeune militant... Moi, jeune militante de 20 quelques ans, là, tout de suite, là, c'est ce que tu rêves là, tu sais, c'est ce que tu penses. C'est comme si j'aurais pu être en vie dans ces années-là, là, quand ça a eu lieu, tu sais. Quand Armand Plourde a passé de 300 votes, tu dis ça, c'est de l'imaginable. Ou le documentaire l'Acadie. Une gang de jeunes, pour ceux et celles qui l'auraient pas écouté, moi j'espère que les gens qui nous écoutent vont aller écouter le documentaire l'Acadie. Moi, je parle de Pierre Perrault, un épisode sur 2 dans ce projet-là ici. Parfait. J'en parle tout le temps. C'est les gens magique. sont écœurés, mais je continue. Mais de déposer une tête de cochon sur un perron d'un maire, là, c'est fort comme symbole. Oui. Bon, évidemment, je l'avais pas en main lors de l'enregistrement, l'extrait de l'Acadie. Il faut absolument voir ce film, chers amis, si vous ne l'avez pas vu encore. Je sais que je suis fatiguant avec Pierre Perrault, mais il faut voir ce film. Là, je vous ai préparé juste un petit florilège de certains passages. Le film dure près de 2 heures, mais vraiment, vraiment, c'est un film à voir. Alors voilà, c'est rare que je fais ça. Hein? Je pop. J'apparais dans un épisode. Mais bon, c'est un laboratoire, j'arrête pas de le dire, mais encore, on innove. Alors voilà, extrait de l'Acadie, puis après ça, on poursuit l'épisode au Nouveau-Brunswick. C'était la déportation. C'était un mot qui voulait dire quelque chose. C'était presque comme le déluge. Pour nous autres, les jeunes, là, je te parle lorsque j'avais 12-13 ans. L'Acadie, mot disparu de la carte du monde, en dépit du retour des Acadiens sur la terre natale. C'est toute la même gamique, sauf que les Acadiens sont beaucoup plus assimilés que les Québécois, du moins ceux de Moncton.
Et avant tout, je suis un Canadien. Canadien. Un Canadien français ou anglais? Canadien français. Un Acadien ou Canadien? Est-ce que tu dis Acadien ou Canadien? Non, je dis tout le temps Canadien français. Bon, Acadien. Mon pays, pour moi, c'est le lieu où je pourrais me développer en tant que francophone, où je pourrais développer ma personnalité propre. Pour le moment, je ne sens pas du tout que je peux le faire au Nouveau-Brunswick. Puis rien qu'un endroit où je sens que je peux le faire, c'est au Québec. Ce qui préfère les Acadiens, c'est d'avoir de l'ouvrage, de pouvoir travailler, et pouvoir faire un salaire raisonnable, d'avoir une automobile, d'avoir un skidoo, et puis de pouvoir voyager, d'habiller leurs enfants, de leur donner à manger. C'est ça qui les intéresse. La langue ne les intéresse pas tellement. La langue ne les intéresse pas tellement. Ces problèmes-là, ça ne les préoccupe pas. Ils ne sont pas intéressés à ça. La seule chose qui sont intéressés, c'est, comme je disais, c'est de pouvoir satisfaire leurs besoins matériels, et ensuite, deuxièmement, d'aller à la messe le dimanche. N'oubliez pas votre Acadie, c'est le pays qu'il m'a donné le jour. La nourriture est excellente et puis on est bien servi, mais c'est question de la langue, c'est tout. Nous priver de parler notre langue, ça ne peut pas se faire aujourd'hui. Peut-être ça peut se faire une cinquantaine d'années passées, mais pas aujourd'hui. Ben, c'est ça notre bif. C'est fort, là. T'sais, moi, je suis impliquée depuis l'âge de 13 ans. Ça fait... J'ai grandi vraiment avec des militantes acadiennes les grands, là. Ouais. Puis, quelque chose qui m'a toujours un peu troublée ou avec lequel j'ai toujours eu besoin de gérer, si on veut, c'est qu'on me disait que ma génération, puis que les générations qui s'en venaient, avaient aucun intérêt en qu'est-ce qu'était l'acadien, qu'est-ce qu'était la langue française. Ouais. Puis, au début, je faisais, tu prends les coups, là, tu l'acceptes, t'es comme, OK, c'est vrai qu'on fait pas ça comme vous autres. Mais je pense qu'il y a ce dilemme-là entre... Il y a quelques trucs que je le pinpoint dessus. Oui. On est une génération qui a eu le luxe de grandir avec une loi sur les langues officielles, avec des lois sur les langues officielles, avec un accès à l'éducation. J'ai été à l'école en français de la maternelle jusqu'à la 12e année à Miramichi, au centre de la province, dans une ville en anglais. C'est fort, là. T'sais, j'ai eu la chance de voir des succès après des succès. Oui, des défaites, mais les organismes revendiquaient puis ils gagnaient des causes. On gagnait, on voyait des gains. Puis veut pas qu'on prend pour acquis, au contraire, parce qu'on se fait dire qu'on peut rien prendre pour acquis, mais ça change la dynamique. Il y a plus c'est plus un truc de survie. Puis là est arrivé... Attends, c'est fascinant parce qu'au Québec, présentement, il y a un discours d'une droite identitaire qui est dans la survie. Puis on est majoritaire au Québec, les francophones. C'est quand même capoté qu'en 2022... on joue, puis la CAQ joue là-dessus, et la prochaine campagne électorale, elle va être là-dessus. On a parlé de louisianisation, là. J'invite les gens de la CAQ à aller faire un tour en Louisiane pour peser. Qu'est-ce que ça veut dire, la Louisiane? Je pense pas qu'on en est là au Québec. Puis je trouve ça fascinant que toi, qui as 22 ans, tu dis non, on n'est plus ici dans la survie. C'est ça, mais c'est ça qui est difficile. Après ça, c'est de comme... Tu sais, moi, j'ai présidé des organismes jeunesse au sein du milieu associatif, puis c'est ça qui est très difficile, c'est que on a une génération qui vient, qui est beaucoup plus mixte, son identité est mixte. J'ai un parent anglophone, j'ai un parent francophone. Je veux travailler avec les Acadiens, Acadiennes, mais je m'identifie peut-être pas ni acadien, ni francophone, mais je m'identifie d'expression française, puis je veux les aider. Ça fait là, quand on impose l'identité acadienne... on dirait, il y a des strates, là. Puis là, arrive à ça, la question de l'immigration. La francophonie a besoin de l'immigration au Canada. On en dépend. On a besoin géographiquement. Démographiquement, on a besoin des nombres. Puis, il faut être capable de... Puis, vous avez parlé de Joseph Yvon-Thériault, puis je trouve que lui, il explore beaucoup... Il explore très bien cette question-là. Là. Il explore bien plein d'affaires, mais ça, entre autres, c'est cette idée-là de... Oui, on veut garder notre identité acadienne. On a une identité acadienne. On ne sait pas c'est quoi. Je veux aussi mentionner qu'on parle tout de suite de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, mais... L'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, il y a plein d'autres régions. Là. On ne l'a pas mentionné, mais ça, il faut le savoir. Là. Je ne peux pas parler en leur nom, mais bon. Non. Puis là, c'est ça, on a des gens partout qui arrivent que des dynamiques très différentes par rapport à la langue française. Le français, c'est pas positif pour tout le monde, là, tu sais. Ça l'est pour nous. Mais puis là, on accueille des gens, en tout cas, puis on impose... Des fois, c'est de pas imposer... On peut traiter notre lutte, on peut travailler ensemble, il faut développer un projet commun, évidemment, si on veut avancer, mais on peut pas imposer l'identité aux gens, tu sais. Non.
Roger Ouellette? J'allais dire comme au Québec, au Nouveau-Brunswick, on a des régions. Oui. Donc, moi, je suis du Madawaska, oui. un Bréon. On a Néo Bréon ici, là, qui vient de s'installer. On est fiers. Les hôtels Hilaire sont installés au Madawaska en permanence, je pense. Au Nouveau-Brunswick, on a des francophones sur tout le territoire. Mais au Madawaska, c'est une région limitrophe au Québec, aux États-Unis. Majorité, évidemment, francophone, un mix d'Acadiens, de gens canadiens-français, d'Irlandais, bref, un mix, mais majoritaire, fort francophone. Toujours. Donc, moi, au Madawaska, contrairement dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, moi, je ne me suis jamais senti minoritaire quand j'étais tout petit. D'ailleurs, je me rappelle, on allait d'Allemagne et lorsqu'on allait d'Allemagne, tous les douaniers, tout ça, au Maine, ça parlait toujours en français avec nous, jamais en anglais. Et on allait, je ne sais pas, au McDonald's et le menu était en français et en anglais. Ben avant un menu en français dans une ville comme Moncton. Donc, c'était notre environnement ici. Et après ça, j'ai eu la chance d'aller dans le nord de la province, la région ici, là, où j'ai fait des études, mes 2 premières études au collège de Bathurst. J'ai découvert une autre région de l'Acadie, très majoritaire aussi. Mais mon choc culturel, c'est quand je suis arrivé à Moncton pour terminer mes 2 dernières années d'études en sciences politiques. Ça a été pour moi un choc culturel parce qu'au début, je ne comprenais rien de leur chiac. Je dis, qu'est-ce qui se passe ici? Quelle sorte de langue qu'ils parlent. Et la mentalité, oui, c'est une mentalité qui est différente parce qu'ils ont subi l'oppression de la majorité très forte. Et donc, ça a changé beaucoup, évidemment. Le sud-est Moncton, c'est plus la même ville. C'est une ville davantage multiculturelle. La présence du français est importante. La ville de Dieppe à côté, une ville qui est dynamique, majoritaire francophone. Donc, mais ce que je dis, c'est que le Nouveau-Brunswick, il faut faire attention au niveau des francophones. C'est pas pareil partout. Et la Miramichi, c'est une chose. La région de Saint-Jean, il y a des gens ici, c'est une autre région dynamique, minorité francophone. Mais ce qui est intéressant, grâce au fédéral, Richard Hadfield, les libéraux, on a créé des centres communautaires et scolaires. Sue peut en parler. C'est pas seulement apprendre la langue, c'est pas une école, c'est une communauté, c'est du dynamisme. Donc, on a ces centres-là à la région de Saint-Jean, on l'a à Fredericton, on l'a dans la Miramichi, et dans les autres provinces, on l'a également en Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse, si vous allez à la région d'Halifax, il y a 5-6 écoles francophones. Il n'y en avait pas au départ. La même chose dans la région de l'île du Prince-Édouard, Terre-Neuve aussi. Roger donc, Ouellette, en fait, vous trois, là, je suis complètement... très intéressant. C'est la surprise de cet épisode-là, c'est d'entendre ça, parce que je vous dis, présentement au Québec, là, ce qui se discute, on n'est pas là-dedans pantoute. Là. On parle de... en fait, on est en train de se demander si des gens qui ne parlent pas français à la maison... En fait, les gens qui ne parlent pas français à la maison, c'est-tu vraiment des Québécois? Peut-être la question t'a demandé tantôt, est-ce qu'on s'essoufflait ou on se décourageait? Moi, non. Pas du tout, parce que je vois des avancées à d'autres niveaux. Puis le niveau que je vois qui est le plus important, c'est les municipalités. Bathurst a élu une femme, Chamberlain. Je pense que depuis quelques années, c'était un anglophone maire de Bathurst. La maire ou le maire de Moncton est venu faire du bicycle dans la péninsule acadienne. Dans la voie. Mais on n'avait pas vu le maire Jones là, en bicycle sur la voie ferrée de la péninsule acadienne. Le maire Jones, c'est-tu celui de l'Acadie? Oui, c'est ça. Puis, je regarde espoir parce que là, il y a des fusions des municipalités. À Caraquette, par exemple, on a élu 3 femmes, 3 hommes, 2 jeunes. La plupart des municipalités à Shippagan, on a élu un nouvel arrivant. Il y a des choses extraordinaires qui se passent au niveau des municipalités. Puis là, je pense que le vrai pouvoir proche du peuple, c'est les municipalités. C'est là qu'est l'espoir. C'est là qu'il faut garder notre identité. La proximité, notre culture. C'est là qu'on va avancer. Je pense que c'est ça qui nous donne espoir. Sue, un mot de la fin? C'était bien comme conversation, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Mais moi, j'aime toujours cette question-là. On aurait pu faire plus longtemps, mais là, on est serré dans le temps parce qu'il y a d'autres activités dans le congrès. Mais on peut juste faire à peu près 1 heure. Mais de toute façon, je pense que je vais revenir. On va demander un vote sur on continue. Mais non, je dirais... Moi, j'aime bien cette question-là pour finir. Est-ce qu'on se fatigue? Je pense que moi, je pogne... Des fois, c'est décourageant, là. Quand tu sais que fondamentalement... avec des faits,
tu sais que la bonne chose à faire, c'est d'aider la communauté. Puis des fois, tu fais face à du monde qui, ils ont le non déjà. Ils ont pratiqué à dire non. Là, des fois, ça peut être décourageant, mais je pense que c'est comme vous dites, ça avance. Oui. Roger Ouellette? Ça avance bien. Et la réforme municipale, c'est l'actualité du jour. Donc, c'est une réforme qu'on attendait depuis 50 ans. C'est quand même un ministre francophone, M. Alain, qui mène cette réforme-là. Et puis, c'est regrouper finalement des petites municipalités anglophones, francophones dans une masse critique. Exemple, on parle de Caraquet. Il y avait la ville de Caraquet, Bas-Caraquet, Saint-Simon, puis quoi d'autre? Paul-Chauzy, tout ça. Donc, on en a fait une ville. Ici, on est dans une nouvelle ville. Oui. Elle va s'appeler Belle-Baie. Oui. Donc, ça va regrouper... Il y avait un téléroman à Radio-Canada qui s'appelait Ça va regrouper Petit-Rocher, Beresford, Nigadou, enfin d'autres. Ça s'appelle... Là, ici, on est à... On va dans la nouvelle ville de Belle-Baie. OK. Mais là ça s'appelle... Ici, on est à Beresford. Okay. Donc, ça va peut-être Belle-Baie, arrondissement, quartier, je ne sais pas trop. Tout près de Bathurst, pour les gens qui nous écoutent. Oui, on est tout près de Bathurst, sur la baie des Chalas, puis l'autre côté, c'est le Québec. Oui. Le Québec, la terre promise de Louise. Je voulais savoir l'émergence du mouvement néo-nationaliste qui a mené à la création du Parti acadien. Les liens qu'il y avait... Est-ce qu'il y avait des liens avec les séparatistes? Je sais, j'utilise un mot... Est-ce qu'il y avait des liens avec le mouvement nationaliste de l'époque québécois ou c'est des mouvements qui fonctionnent en parallèle? Oui, bien moi, en tant que secrétaire exécutif, j'avais des liens avec la Société Saint-Jean-Baptiste. Ah oui? Très fort. J'ai rencontré René Lévesque une fois, mais je pense que ça ne faisait pas son affaire, justement, quand on demandait pour une province, parce que lui, il demandait pour un pays, il voulait sortir. Oui, c'est ça. On n'était pas... On n'a pas le temps d'en parler, mais moi, je vais revenir, là, faire un autre épisode ici. On va peut-être aller à Madawaska, entre autres. On va se promener. Moi, je me pose toujours la même question. Est-ce que nous avons un avenir en tant que peuple sans territoire, sans... Oui. Je me pose la question. C'est une excellente question. Oui. Mais les rapports entre le mouvement nationaliste québécois et les communautés francophones, moi, je trouve ça vraiment intéressant. On n'aura pas le temps de le faire, mais que je revienne, on va refaire un épisode. Hey, je vous remercie, de l'accueil, de votre générosité. On a fait ça un peu improvisé. Là. On ne s'était pas parlé avant, mais c'était parfait. Vraiment, moi, comme premier épisode au Nouveau-Brunswick, je suis vraiment content. J'ai envie de revenir à Caraquet, entre autres. Mais il faut dire que les Acadiens, surtout du Nord-Nord-Ouest, on écoute Radio-Canada. On t'écoute régulièrement. Bon, merci. Là, il faut écouter le podcast, par exemple, parce qu'éventuellement, moi, je vais quitter les grands médias pour me séparer des grands médias, pour être indépendant dans mon territoire médiatique, qui est ce projet-là. J'ai un message avant de partir, parce que moi, j'ai toujours plusieurs causes. Là, mais la cause principale, l'égalité santé, je vais vous donner des petits feuillets. Là. Vous pouvez devenir membre ou donner un petit montant, mais si chacun donne 20 $, même ici, ça va nous donner une force. Donc, je vous ai à l'œil. Merci, Sue Duguay. Merci, Roger Ouellette. Et merci, Louise Blanchard. Merci à l'organisation du Congrès de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Et merci à ce parterre attentif. Vraiment, merci. Alors voilà ce qui conclut ce 34e épisode de la balado. J'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir en Acadie, même si l'élaboration de tout ça n'a pas été facile, mais je suis extrêmement satisfait du résultat. Je veux remercier Serge Brideau qui a eu la première idée de m'écrire pour me dire « Hey, il y a un congrès, je fais partie d'une nouvelle gang, la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. » Merci à Eric Dow, ça n'a pas été facile de se comprendre, on a réussi à le faire. Et à faire cet épisode-là. Merci à Larry Dufresne, évidemment, qui coproduit et qui co-réalise les épisodes avec moi. Merci à Kevin Bergis aussi, recherchiste, qui, à la dernière minute, a réussi à se tourner sur un dissous, puis il m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé pour l'aspect recherche, pour faire un survol de l'histoire du Nouveau-Brunswick et de l'Acadie et de la situation politique actuelle. Vraiment, merci, Kevin. Je veux remercier Communauto, évidemment, c'est le partenaire de la balado pour les déplacements hors de Montréal. J'ai pas
publicité, j'en veux pas, mais je ne suis pas un puriste non plus. Puis je suis content que depuis le début de ce projet-là, j'avais un désir, vous le savez, de sortir de Montréal. Puis Communauto, tout de suite, ont embarqué dans le projet pour me dire, regarde, on va t'offrir, dans le fond, les déplacements. Une voiture pour que tu puisses te rendre où tu veux pour enregistrer tes épisodes. Alors, je veux remercier vraiment Communauto d'être partenaire de ce projet-là. Voilà. Alors, merci. J'ai déjà hâte de retourner en Acadie. La semaine prochaine, c'est la Saint-Jean. J'allais dire c'est la fête nationale, mais moi, je dis la Saint-Jean. De toute façon, vous allez comprendre parce qu'on va parler, entre autres, de toute la symbolique qui recouvre la Saint-Jean-Baptiste avec l'excellent essai paru l'an dernier de Geneviève Zubriski, qui est professeure, qui est sociologue de formation, professeur au Michigan à l'Université Ann Arbor, et qui a écrit un livre qui s'appelle Saint-Jean-Baptiste décapité. Jean-Baptiste décapité. Vraiment un essai très, très, très intéressant sur l'iconographie qui entoure la Saint-Jean-Baptiste, les symboles qui sont derrière la fête nationale. Vous allez voir. Je sais que je l'explique mal, mais vous allez voir. Et il y aura une discussion également avec l'historien Éric Bédard et Mélika Abdelmoumen. Mélika qui est déjà venue à la balado et qui va venir nous présenter le nouveau numéro de Lettres québécoises. Puis on en a profité pour organiser, ça c'est une idée d'Éric Bédard, une discussion sur le documentaire de Francine Pelletier, La bataille pour l'âme du Québec. Et donc discussion qui va déborder le film pour parler de nationalisme, de la situation politique actuelle, de notre rapport au mouvement indépendantiste. Vous allez voir, c'est une discussion comme on en a eu rarement à la balado, où les idées se confrontent. Il y a un choc des idées même, mais qui se fait dans le respect, malgré une certaine fermeté. C'est une idée d'Éric Bédard que j'apprécie de plus en plus à la balado. Il y a des gens qui me reprochent de ne pas avoir assez de gens à droite. C'est dur d'en trouver, des gens articulés qui ne sont pas caricaturales et qui ne tombent pas dans le jambonisme. Et Éric Bédard est de ceux-là. Donc, il ne se dit pas vraiment à droite, il se dit conservateur, mais on va revenir avec lui sur ce positionnement-là, mais j'aime bien Éric Bédard pour les 2 fois où il est venu, puis je pense qu'il va revenir plusieurs fois. Je pense que j'ai vraiment envie qu'il s'intègre dans l'équipe selon l'actualité, selon les sujets, mais voilà. Donc, c'est ce que je vous propose pour le prochain épisode. Excusez, je parle beaucoup, là. J'ai juste que ça me tente de vous parler. Alors, voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Soyez prudents. Et on se retrouve dans vos oreilles le 25 juin pour un lendemain de Saint-Jean-Baptiste. Puis il y aura plein d'autres épisodes cet été aussi. Je suis très fébrile. C'est le premier été depuis que la balado existe où j'ai pas envie de prendre une pause. Puis voilà. Fait que merci de me permettre de faire tout ça parce que je sais que vous êtes à l'écoute. Puis je sais que vous me laissez vous guider et vous amener à des endroits où moi-même, je ne sais même pas où on va. Fait qu'on appelle ça la confiance. Puis je l'apprécie énormément. Allez, salut.